Merci d'être avec nous en direct sur Radio J pour la suite de notre édition spéciale consacrée à la situation en Israël. Bonjour Eli Korshia. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre sur Radio J. Vous êtes le président du consistoire central. Nous sommes 5 jours maintenant après l'attaque terrible du Hamas contre Israël. Des images terribles de scènes de guerre barbares ont été diffusées hier et encore ce matin à la télévision dans le monde entier. Comment est-ce que vous caractérisez, Eli Korshia, ce moment d'histoire juive que nous sommes en train de vivre côté des Israéliens? Côté israélien et côté mondial aussi. On sent bien que c'est quelque chose que nous vivons, qui est sans précédent. Et s'il y a 3 mots, je pense, qui peuvent définir aujourd'hui le sentiment que nous ressentons, je crois, les uns les autres, c'est sidération, émotion et inquiétude. La sidération, c'est parce qu'on ne pouvait pas imaginer que l'État d'Israël soit attaqué de cette façon, avec une telle ampleur, un surarmement et surtout une organisation de nature à fragiliser, attaquer Israël comme ça a été le cas. Sur ce premier point, qu'est-ce que ça va changer pour nous, juifs de diaspora, sur notre rapport, notre regard sur Israël, sur sa capacité à se défendre? Certains ont qualifié ce qui s'est passé de 11 septembre israélien. J'aime pas les comparaisons trop hâtives, mais c'est vrai que ce qui s'est passé là, il y aura un avant et un après. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas imaginer qu'une mouvance, une organisation terroriste islamiste comme le Hamas puisse être en capacité d'attaquer Israël sur son sol avec une telle force et avec un tel bilan humain qui est terrible. Donc je pense que dans notre imaginaire, en tout cas pour les gens de notre génération notamment, nous avons grandi avec le mythe de l'État d'Israël. D'abord, quand il y a eu la guerre du 6 jours, soit on n'était pas né, soit on était très jeune, pour les gens de notre génération. Et c'est vrai que depuis toujours, on a grandi avec Tsahal, grande armée mondiale, les services de renseignement, le Mossad, le Shin Bet, comme si quelque part... la parenthèse de 73. Oui, mais comme je dis, 73, en tout cas pour les gens de notre génération, on l'a pas vécu ou on était très jeunes à l'époque. Donc il n'y a pas beaucoup de gens de notre génération qui ont vécu la guerre il y a 50 ans et en comprenant tous les tenants et aboutissants. Mais surtout 73, ce sont des pays qui attaquent l'État d'Israël pour le faire disparaître. Finalement, 73, c'est la continuité des précédentes guerres. La guerre de 48, la guerre de 67. Ce sont des armées conventionnelles. Armées conventionnelles, et c'est la guerre des pays arabes qui attaquent Israël. Là, on est dans une toute autre chose. On est finalement, 50 ans plus tard, dans une mouvance, une organisation terroriste qui a réussi à mettre la main sur le peuple palestinien dans sa gestion, puisqu'on voit bien que finalement c'est le Hamas qui, dans la bande de Gaza, a réussi à s'imposer et a réussi à prendre le leadership. Et finalement, c'est une mouvance comme le Hamas qui réussit non seulement à attaquer, mais à réussir ses opérations d'attaque sur le sol israélien à un degré et à une ampleur que personne, soyons honnêtes, personne ne pouvait imaginer. Est-ce qu'on est entré dans une forme de daéchisation de la cause palestinienne? On a vu la grammaire, les codes du djihadisme repris de Boko Haram ou de l'État islamique? Ce n'est pas un hasard. Si on voit par exemple dans les otages, ceux qui ont été kidnappés, certains le sont par le Hamas, à proprement parler, et tous les autres le sont par le djihad islamique. Donc évidemment, nous on a eu en France à connaître les agissements et je suis bien placé pour le savoir en ayant accompagné, vous le savez, des victimes, et en 2012 et en 2015, c'était Al-Qaïda et Daesh. Effectivement, là, on voit le Hamas en Israël qui finalement importe un savoir-faire, mais à la grande différence de ce qu'on a vécu nous, c'est qu'on était quand même sur des opérations beaucoup plus ciblées et jamais avec une telle ampleur organisationnelle. Là, c'est quand même le seul événement qui pourrait, c'est vrai, être rattaché à ce qu'on a vécu là, à mon sens. C'est Ben Laden et le 11 septembre 2001. C'est-à-dire qu'à ce niveau d'ampleur internationale, de coordination, de préparation, c'est là où effectivement il y a une préparation qui s'est faite. On ne peut pas mener une telle action sans qu'il y ait une préparation. Est-ce que c'est le Hezbollah qui a servi de base arrière et de préparation, l'Iran? Mais en tout cas, on ne peut pas vivre une séquence comme cela sans réfléchir à la préparation que cela a dû engendrer. Et là, effectivement, ça fait une vraie différence avec Al-Qaïda ou Daesh dans ses modes opératoires. Là, on est vraiment sur une attaque nationale. Et effectivement, quand on parle de 1200 morts hier et près de 3000 blessés, quand on voit aussi ces kidnappings qui ont eu lieu, c'est effectivement inquiétant. Pas seulement pour Israël, et c'est là où on en vient après la sidération et l'émotion face aux morts
et comme vous l'avez dit, sur la façon, à la fois les terroristes du Hamas, mais aussi d'après des informations que j'ai eues au niveau de soldats sur place, il y avait les terroristes du Hamas, mais aussi des, entre guillemets, civils de Gaza qui ont été formés par ces terroristes du Hamas, qui après le passage des terroristes ont continué à rentrer dans les villes et à tuer encore des dizaines et des dizaines de personnes. Donc il y a effectivement dans la façon dont ces crimes ont été commis, on n'est pas sur des actes de guerre entre guillemets, vous parlez de guerre conventionnelle ou de guerre classique, là on est vraiment sur une guerre terroriste. Et c'est là où tout change. On a eu des actes terroristes qu'on a eu à subir en France, dans d'autres pays, à Londres, à Madrid et dans d'autres démocraties. On a eu des actes terroristes, on a eu des guerres qu'on a connues dans les dernières années, et là on a l'impression que ça s'entrechoque. On a une guerre hybride entre les actes terroristes qu'on a eu à connaître, de mouvances terroristes, des guerres, et là on a une guerre terroriste, si j'ose dire, comment un État démocratique comme Israël peut répondre à une nouvelle forme de guerre comme celle-ci? Eh ben, il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Je pense que c'est la grosse difficulté qu'il y a effectivement aujourd'hui dans l'état-major israélien. C'est que c'est un nouveau type de guerre avec un ennemi qui s'est transformé lui aussi, qui a muté. Et vous savez, quand on a parlé des vaccins et des virus, on parlait de mutation. Eh bien là, il y a une mutation au niveau de la guerre menée par le mouvement terroriste Hamas qui les fait passer dans une autre dimension. Et donc nécessairement, il va falloir qu'Israël, en tant que démocratie, en tant que place forte de la démocratie au Proche-Orient, terre de liberté, eh bien il va falloir que Israël et évidemment Tsahal, eh bien s'adaptent à cette nouvelle donne et qu'ils soient dans un combat qu'ils sont en train de mener et qu'ils vont continuer à mener, qui soit très fort et à la hauteur des nouveaux enjeux que ces attaques ont engendrés. Élie Korché, je rappelle que vous êtes le président du Consistoire central. On va évoquer dans quelques instants votre déplacement ce matin aux côtés notamment du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin dans une école juive de Sarcelles. Quels sont les contacts que vous établissez depuis la sortie de la fête, j'imagine, avec les immigrés israéliens d'origine française et qui sont sur place parfois dans le sud du pays, et qui sont inquiets, qui passent, on les a eus depuis le début de nos éditions spéciales, qui passent beaucoup de temps reclus pour éviter de sortir, pour éviter de mettre en danger leur famille. Qu'est-ce qu'ils vous disent lorsque vous êtes en contact avec eux? On est en contact avec eux et des deux côtés, j'allais dire. On est en contact avec évidemment des Français qui étaient en Israël pendant ces jours terribles et qui devaient rentrer avec leur famille après les fêtes et qui sont retrouvés coincés. Donc on en avait parlé avec le ministre de l'Intérieur d'ailleurs et les différents services de la police. L'un d'entre eux sera avec nous après 16h. Voilà, on en avait parlé effectivement et c'est passé évidemment par le ministère des Affaires étrangères pour qu'une solution soit apportée rapidement et effectivement dès demain, nous avons des Français qui vont pouvoir rentrer en France avec leur famille. On a aussi des Israéliens qui sont ici, qui devaient repartir et qui à un moment donné n'ont pas pu repartir parce qu'il n'y avait pas suffisamment de vols pour rejoindre Tel Aviv. Donc effectivement, il y a des personnes que nous aidons et que nous avons accueillies notamment pour pouvoir les aider, être avec eux le temps qu'ils puissent trouver un vol aussi pour repartir. J'étais avec des Israéliens ce matin qui ont dû rester ici hier soir, qu'on a accueillis et qui finalement ont retrouvé un vol pour repartir, je crois, demain ou demain soir via l'Angleterre. Donc on aide un petit peu des gens qui sont dans les deux catégories et évidemment on est très très proche aussi, je voudrais dire un mot aussi, et il faut être aussi très proche de ces familles de Chayalim Bodedim, de Chayalim qui sont en Israël, dont la famille est ici en France, qui sont partis servir. Et j'en parlais avec tout à l'heure quelqu'un qui est sur le front en ce moment, un soldat qui est sur le front d'origine française, qui me disait il faut aussi penser à ces familles-là parce que ces jeunes sont là-bas, ils sont en train de se battre à nos côtés, mais leurs familles sont ici en France. Et donc c'est aussi important d'avoir un échange et un contact avec eux, sans parler bien sûr des familles qui sont dans la détresse profonde, de savoir qu'elles ont eu un mort évidemment sur place ou quelqu'un qui a été kidnappé. On pense aussi à ces familles de Français qui sont aussi aujourd'hui dans la détresse parce qu'une jeune fille, un jeune homme a été kidnappé, a disparu ou pour lesquels tout simplement ils sont sans nouvelles. Et ça aussi c'est quelque chose. Un garçon de 12 ans. Exactement, dont on a parlé, d'autres personnes aussi. On n'a pas d'informations encore totalement complète sur le sujet, mais on pense beaucoup à ces familles-là et on essaye évidemment d'être le plus proche de ces personnes, même si en tant que dirigeant de la communauté juive de France aujourd'hui, notre premier rôle est d'éviter
en tout cas de renforcer les moyens de sécurité pour éviter une augmentation qui pourrait être très rapide et très forte d'actes antisémites sur notre sol. Et vous étiez justement ce matin à Sarcelles, au sein de l'école juive de Zaratora, en compagnie du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et du ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal. Est-ce que les messages répétés des autorités pour assurer à la fois leur solidarité envers Israël, mais aussi le renforcement de la sécurisation des lieux de culte et des lieux culturels et des établissements scolaires juifs vous paraît à la hauteur de la menace? Oui, parce que ça s'est fait de façon immédiate, qu'on a appris aussi des leçons du passé. Dès la fin de la fête dimanche soir, j'avais le ministre de l'Intérieur qui a voulu faire une réunion avec les dirigeants de la communauté juive de France. J'étais là-bas avec le grand rabbin de France, mon ami président du CRIF, Jonathan Arfi, et le président du Fonds social, Ariel Goldman. Nous avons rencontré à la fois le ministre de l'Intérieur à Beauvau, mais aussi il était accompagné du directeur de la DGSI, de la police nationale, de la gendarmerie nationale, et nous avons fait un point sur tout ce qui risquait de se passer et les moyens de renforcement à la fois de la surveillance et des moyens policiers en la matière par rapport à nos lieux de culte. Il faut que celles et ceux qui nous écoutent sachent qu'aujourd'hui ce sont plus de 500 lieux de la communauté juive qui doivent être protégés, surveillés, qui font l'objet de protection et de surveillance. On est plutôt dans des gardes mobiles? Alors, nous sommes dans des gardes mobiles. Notre demande vis-à-vis du ministre, c'était au niveau des synagogues qu'il puisse y avoir un renforcement des dispositifs à l'entrée des offices et à la sortie des offices. Les fêtes juives étant terminées de Tishri, ça va évidemment bien sûr être surtout par rapport à Shabbat. Et on avait aussi insisté sur les écoles, par rapport aux entrées dans les écoles et les sorties d'écoles. Et c'est pour ça qu'à l'issue d'ailleurs de cette réunion, le ministre nous avait dit qu'il allait reprendre attache avec nous sous 24 heures pour faire un déplacement dans une école. Et c'était très émouvant, évidemment, d'être ce matin à 8 heures du matin à la rentrée des classes de l'école aux Zaratora, qui est un groupe à Sarcelles qui va des petites classes avec les petits-enfants qu'on a vus jusqu'à des jeunes qui passent le baccalauréat. Donc, on a vraiment un groupe scolaire avec différents âges. Et nous étions avec ces garçons et ces filles de cette école parce qu'on ne peut pas ne pas avoir, quand on voit tout ce qui se passe, on ne peut pas ne pas avoir en tête les débordements que la communauté juive a eu à subir en 2014. Vous en rappelez, que ce soit à Sarcelles ou dans d'autres villes. Et on a aussi en tête les actes terroristes que notre pays a eu à connaître. Et là, voir le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Éducation nationale ensemble nous dire évidemment que le risque terroriste existe toujours actuellement. Il existait déjà, Steve, soyons très clairs, parce qu'on sait que la période est difficile et le ministère de l'Intérieur nous avait fait remonter des informations. Avec des menaces d'Al-Qaïda. Le risque existait déjà avant la guerre en Israël. Mais alors maintenant qu'il y a cette guerre en Israël, et quand on sait, dans les jours qui viennent, évidemment, notamment avec la réplique, la contre-attaque qui sera celle d'Israël, on peut imaginer qu'il puisse y avoir effectivement une hausse, une flambée d'actes antisémites et surtout d'actes qui pourraient porter atteinte aux personnes. Parce qu'aujourd'hui, en 48 heures, et on est passé de 7, quand on a rencontré le ministre de l'Intérieur lundi après-midi à Beauvau, il nous faisait état de 750 signalements sur la plateforme Pharos. Ce matin, le même ministre de l'Intérieur avec le ministre de l'Éducation nationale nous ont expliqué qu'un jour et demi plus tard, on est passé à 1500 signalements. On était à une dizaine d'arrestations, on est passé à 20 arrestations. Donc c'est-à-dire que va des insultes, les chiffres aux agressions, commencent aux menaces à monter. On n'a pas encore eu à déplorer, heureusement, de faits graves, notamment d'agressions physiques, mais on a eu des signalements sur un grand nombre d'actes. Ça va être évidemment des écrits sur des façades d'immeubles, ça va être des agressions verbales. On a eu par exemple aussi, ça a été rappelé par le ministre de l'Éducation nationale, un jeune dans une école publique qui hier s'est fait molester par d'autres élèves. Ils étaient 8 ou 9 sur lui, à lui arracher son t-shirt. Il a été extrêmement touché par cela. Et donc ça veut dire qu'il y a aujourd'hui dans la société, on peut craindre effectivement à plusieurs niveaux une augmentation inquiétante et importante des actes antisémites. Et notre devoir à nous, notre vigilance, je vous parlais de sidération, d'émotion et de vigilance, d'inquiétude aussi, c'est de tout faire, et c'était pour ça qu'il y avait un message très fort ce matin dans cette école aux Zaratora, comme c'était le cas lors des dernières discussions avec le ministère de l'Intérieur et avec les services de renseignement. Notre rôle est de tout faire pour qu'effectivement la sécurisation soit renforcée
Après, on ne pourra jamais tout protéger dans notre pays. Une dernière petite question sur ce point. On a parlé aussi d'un drone qui aurait pénétré l'espace aérien, je mets des guillemets évidemment, d'un établissement scolaire juif. Vous confirmez cette information? On a entendu effectivement qu'il y avait eu un acte, en tout cas qu'il y avait eu un drone. On n'a pas les précisions pour le moment réelles, il faut être honnête, sur l'implication, comment ça a été organisé. Les services sont en train de faire des vérifications, les vérifications qui s'imposent. Mais en tout cas, pour répondre à votre question, et je le dis vraiment très clairement à toutes et celles qui nous écoutent, on est sur le terrain. On a une écoute totale des pouvoirs publics. Je parlais du ministère de l'Intérieur, ministère de l'Éducation nationale, mais aussi évidemment au niveau de Matignon et de la présidence de la République. On a vraiment, et ça c'est quand même important de le dire, une écoute véritable des pouvoirs publics. Et maintenant, ce qu'on attend, c'est évidemment que les moyens soient mis en œuvre pour que cette sécurisation puisse avoir lieu, et surtout que dans les jours et les semaines qui viennent, tout au long évidemment de la séquence de guerre que l'on va connaître en Israël, éviter une importation du conflit et éviter, autant que faire se peut, eh bien, que des juifs ou des juifs dans notre pays puissent être victimes d'actes antisémites. Merci beaucoup, Élie Korchet, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président du Consistoire central. Restez avec nous puisque Etanit Beleich nous a rejoint. Vous étiez ce matin, Etanit, non pas à Sarcelles, mais dans une école juive